Le contrôle de l'impulsivité chez les enfants, on s'attend que ça arrive pas pire à 7 ans. Ils vont juste plus prescrire pour prescrire, Non, mais ils vont font plus. prescrire en fonction des vrais besoins de la personne. Les coachs de vie ou les gourous, là, comme tu dis, eux sont pas chapeautés par rien. Et ça fait deux choses. Donc, ça veut dire que le public est jamais protégé. Mais la beauté là-dedans, c'est que tu peux décider qui t'as envie de suivre, puis c'est un exercice que moi j'ai fait. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 22 du podcast Les Réfléchis. Merci de revenir nous écouter comme que vous le faites, de nous donner des commentaires. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez un goût d'apprendre sur l'immobilier, le bien-être, l'entrepreneurship. Puis aujourd'hui, j'ai un invité que je suis hyper content d'avoir, une neuropsychologue, une psychologue, propriétaire de la clinique Olfaction. Salut Fanny. Salut. Ça va? Ça va toi? Mais oui, ça va bien, merci beaucoup. Yes. Merci de venir aujourd'hui partager de ce que tu étudies depuis de nombreuses années. Très contente d'être là, ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton background pour que les gens puissent comprendre d'où que tu viens? Oui, en fait, pour devenir psychologue, au Québec, en fait, il faut avoir un doctorat maintenant. Donc, moi, j'ai fait mes études doctorales à l'Université de Montréal. Donc, un PhD en neuropsychologie et en psychologie clinique, finalement. En même temps, moi, j'ai écrit une thèse, je me suis spécialisée sur les personnes qui ont eu un traumatisme crânien cérébral léger et qui ont perdu l'olfaction. Donc, d'où la clinique Olfaction. Et bon, la COVID est arrivée, les gens ont commencé à perdre l'olfaction, c'est long-term COVID, à long terme. Et moi, j'ai étudié aussi, je suis allée étudier, en Suisse, en Allemagne, les techniques de réhabilitation olfactive et d'où cette clinique-là que j'ai fondée, que j'ai créée, qui s'appelle la clinique Olfaction après mon doctorat pour venir en aide à ces personnes-là. Et en même temps, je fais dans quoi j'ai étudié donc je suis neuropsychologue pour les enfants, les ados, à une clinique qui s'appelle le SEM à Rosemère et les adultes aussi que je vais voir. Donc c'est pas mal ça, mon background. Puis pour les gens qui ne savent pas c'est quoi de la neuropsy? Oui, la neuropsychologie, en fait, c'est vraiment l'étude de la cognition des personnes. Donc, un peu, nous, on est les détectives de comment le cerveau va fonctionner. Le neurologue qui va vraiment faire les opérations dans un cerveau, par exemple, si tu as des crises d'épilepsie, lui, il va vraiment aller faire une opération sur la table et tout ça à l'hôpital. Un neuropsychologue, ça va vraiment tester la cognition de la personne. Donc, ce que ça veut dire, c'est que moi, je vais regarder le potentiel intellectuel des gens. Donc, on va faire les tests de QI, on va faire l'évaluation de l'attention divisée à court terme, à long terme, l'attention soutenue. On va regarder aussi toutes les fonctions exécutives. Donc, des fonctions exécutives, c'est le contrôle de l'impulsivité verbale, l'impulsivité motrice, comme on est capable de faire deux choses en même temps, la mémoire de travail, et on va regarder aussi la mémoire. Donc, on va vraiment aller voir toute la cognition de la personne pour soit statuer dépendamment du motif de consultation. Si les personnes viennent, par exemple, pour un TDAH, les enfants, ils viennent me voir aussi s'ils ont des difficultés scolaires, des troubles d'apprentissage, des difficultés en lecture, en écriture. On va de partout. C'est vous qui établissez exactement le diagnostic de l'enfant pour le motif de consultation. Exactement. Puis adulte aussi, c'est souvent sous référence d'un médecin, en fait. Souvent, les médecins, maintenant, ils nous réfèrent à nous parce que, par exemple, un parent vient voir puis dit, classique, mettons, mon enfant, il a des difficultés à rester attentif, il me semble qu'il n'est pas concentré. Moi, mon travail, on est neuro, donc tout ce qui est la neurologie. Et le psychologue aussi, ça va être de voir, est-ce que l'enfant, il a vraiment, par exemple, un trouble déficitaire de l'attention ou il est très anxieux. Donc, il y a cette partie-là aussi que le médecin de famille, il est pas nécessairement capable de faire, puis il va vraiment, on travaille tous en équipe, en fait. Il va vraiment m'envoyer une référence, puis moi, je vais faire l'évaluation, qui est une durée en moyenne de 18-20 heures. OK, par évaluation, par enfant. Ouais. Enfant et adulte, c'est la même durée. Oui. Adulte, c'est un peu moins long parce que il y a moins de choses à couvrir qu'enfant. Les adultes, c'est rare qu'ils viennent me voir, par exemple, pour des défis de lecture, d'écriture, mais souvent, on va plus parler des TDA, TDAH avec les adultes, c'est souvent ça, mes requêtes, ou des personnes autistes aussi, parce qu'on va faire aussi, du diagnostic, sur le plan autiste. Donc, voilà.
C'est un peu OK. ça que ça fait, un neuropsychologue. Ça en fait pas mal. Ça fait beaucoup de choses. Ça peut travailler partout, dans un hôpital, dans une clinique privée, dans sa propre clinique aussi. Ça travaille en équipe multi, ça travaille tout seul. C'est une bébite là qui est un peu partout là en même temps. Là, mais on travaille tous en équipe. Donc, on a tous nos forces là et des choses qu'on peut faire puis qu'on a des limites. Là. Puis si on parle d'anxiété, est-ce que c'est vous qui va gérer aussi cette partie-là ou c'est plus Ouais. ton onglet psychologue? Ouais, c'est plus l'onglet psychologue, effectivement. Un neuropsychologue, c'est assez rare là, qui va faire le suivi des personnes anxieuses là ou tu sais dépressives. Souvent là, tu sais, je vais prendre par exemple là, dans quoi je suis vraiment calée là. Si j'ai un enfant ou un ado, mettons, qui vient, puis finalement dans le rapport, ben oui, bon, la personne, je suis capable de dire que cet enfant-là, elle a, oui, vraiment, par exemple, un TDA, un trouble déficitaire de l'attention. Mais elle a des traits dépressifs, des traits anxieux, ben là, je vais référer à un ou une collègue là qui va assurer le suivi à long terme. Un neuropsy, c'est très, très rare là, qui va faire seulement neuropsy, mais en fait, il fait pas là, le suivi en psychothérapie. Mais certains neuropsys vont, on est tous psychologues, mais certains neuropsys, en plus de leur pratique vraiment de testing, là, d'évaluation neuropsychologique qui est le 18 heures, vont aller se spécialiser en suivi psychothérapie. OK. Donc, vont faire de la psychothérapie, mais un neuropsychologue peut pas faire le suivi de son patient Bien qui a évidemment, faut qu'il évalué. réfère. Oui, exactement. Mais moi, j'ai cette expertise-là, mais avec les adultes. Moi, je fais de la OK. psychothérapie, là, je suis allée me former là, pour faire de la psychothérapie avec les adultes pour varier, en fait, là, mon champ de pratique. Puis est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui sont anxieux pour gérer ça au quotidien? Ouais. Les conseils pour les gens anxieux, tu sais, c'est comme une grosse question, là, dépendamment, tu sais, de l'ampleur de l'anxiété, comment la personne va se présenter à moi. C'est sûr que, c'est toujours les conseils de base. Si ça dépend, si tu as un petit stress, parce que c'est normal. Tu sais, de vivre un peu de stress au quotidien, c'est complètement normal. On est des bébites, là, qui sont adaptées aussi, là, pour. J'ai l'impression pour que vraiment... l'émotion est mince aussi entre le stress et l'anxiété. Ouais, l'anxiété, c'est quand c'est overwhelming, hein? Quand on n'est plus capable de la contrôler, quand on voit la montagne, on n'est plus capable de la surmonter, puis quand ça prend le dessus, hein? Tu sais, quand on n'est plus capable de fonctionner, qu'on est Assurément. pris aussi, là, parfois dans des crises de panique et tout ça, versus le stress, c'est même positif, le stress. Tu sais, le stress, ça peut nous aider à performer. Par exemple, tu sais, souvent, là, c'est Diamonds are made under pressure. Des fois, souvent, les gens vont venir me dire, moi, je fais mes travaux la veille parce que je performe, parce que je suis stressée, parce que c'est dans 12 heures. Fait qu'il faut y aller. Donc, ça l'aide. Le stress, par exemple, dans une performance artistique ou quoi que ce soit, souvent... Sportive ou... Oui, sportive. Les gens vont dire, j'étais vraiment stressée, mais le bon stress. Assurément. Mais quand ça devient le mauvais stress, l'anxiété, ça nous empêche d'aller faire la performance ou ça réduit nos performances, c'est là qu'il faut regarder. Fait que les trucs, je reviens au truc. Pour gérer l'anxiété, si c'est très envahissant puis on n'est plus capable tout seul, je vous invite à consulter un Bien psychologue évidemment. ou une psychologue qui Pour va un vous suivi aider. en psychothérapie. Oui, parce qu'il faut comprendre l'origine, tu sais, de cette anxiété-là. Il y a quelque chose en dessous. Il faut aller la comprendre puis il faut aller travailler là-dessus là avec des processus. Là, c'est quand même un gros travail de la personne et de son thérapeute. Mais sinon, avant, tu sais, si on n'est pas capable, soit de s'offrir ça, parce qu'on se cachera pas là que si on va pas là dans, tu sais, au plan privé, au public, ça peut être un petit peu long là avant d'avoir de l'aide. Ça va être pour gérer tu sais, les symptômes anxieux, ça va être d'avoir des bonnes habitudes de vie. Donc, des bonnes habitudes de sommeil, une alimentation adéquate, faire de l'exercice et plate. Hein. C'est tout vraiment les trucs de base, là, mais faire de l'exercice physique, être capable de s'écouter aussi là, quand on a les signaux d'anxiété, là, de vraiment être capable de s'écouter puis d'agir dessus. Donc, soit stopper ce qu'on est en train de faire là, par rapport à l'anxiété. Mais si c'est envahissant, c'est sûr que même si on a la meilleure hygiène de vie possible, il faut aller consulter. Mais autant, comme je dis, on travaille en équipe. Fait que autant un psychothérapeute, puis si vous avez un bon médecin de famille, le médecin de famille, il va vous dire, c'est intéressant. Oui, on peut presque, médecin de famille pour la médication, parce que la médication, ça peut beaucoup aider là, à réduire les symptômes d'anxiété, mais c'est pas un remède miracle. C'est les là. deux ensemble qui font en sorte que, c'est la meilleure combinaison. Assurément. Les deux ensemble. Donc, dès qu'on a un bon ou une bonne médecin de famille, souvent, il va vous dire, il faut, c'est bien beau, là, ta médication pour l'anxiété, mais il faut aller voir, là, quand même. Faut aller consulter parce qu'il faut comprendre l'origine, puis c'est ça qu'on travaille en psychothérapie. On va aller comprendre l'origine, puis on va inviter, tu sais, la personne à prendre action sur cette origine-là, tu sais, à prendre action, puis à mieux le comprendre, puis c'est ça. Tu trouvais ça intéressant? Tu as soulevé le sommeil? Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui te parle beaucoup. Ouais. Et le temps d'exposition avant le sommeil, aller aux écrans, en fait. Ouais. Ou juste les écrans en général. Ouais.
corrige-moi si je me trompe, mais j'aurais tendance à dire que ça peut être des sources d'anxiété qui font en sorte que... Ouais. Oui, oui, il y en a beaucoup à dire là-dessus. Les écrans... C'est quoi les impacts négatifs des écrans, finalement? Il y en a plusieurs, dépendamment de la personne, là. Si la personne a une tendance justement anxieuse à se comparer beaucoup, dépendamment, tu sais, les écrans, on va prendre juste le contenu, OK? C'est sûr que si on va, par exemple, sur Instagram, ben il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui vont se montrer beaucoup d'images très photoshopées, on ne sait pas, en bikini, puis les gars, mettons, tout en maillot, super cut. Ça peut trigger, tu sais, vraiment, là, des défis, là, par rapport à l'estime personnelle, à l'anxiété, je suis pas assez bon, je devrais plus m'entraîner, mon Dieu. Là, mais je vais quand même faire un aparté, là, où je trouve que de plus en plus, les réseaux sociaux, c'est intéressant parce qu'il y a des messages quand même de positifs. Par exemple, il y a des pages qui sont dédiées à l'acceptation de son corps et tout ça. Donc, mais il peut y avoir du négatif. Donc, ça peut augmenter l'anxiété de la personne qui est déjà très anxieuse ou parfois, tu sais, sur les réseaux, on voit juste le beau des gens. C'est très rare que les gens vont nous montrer ce qui est laid. C'est très, très rare, assurément. Je suis tout à fait d'accord. C'est facile de se comparer, de dire, mon Dieu, je suis pas assez, j'en fais pas assez. C'est quelqu'un qui a une anxiété de performance, là. Ça peut venir jouer là, beaucoup là, là-dedans. Mais la beauté là-dedans, c'est que tu peux décider qui t'as envie de suivre. Puis c'est quelque chose, un exercice que moi j'ai fait. Ben, qu'est-ce qui pourrait m'emmener au trigger quelques trucs par rapport à ça sur les réseaux? Ben, j'ai décidé que qu'est-ce que je consommais comme contenu, ben, c'était plus positif. Oui, c'est vraiment une bonne technique. Tu sais, on peut choisir qui qu'on suit, puis c'est parfait. Puis tu sais, dans les façons de gérer, je vais faire un bon là, de gérer l'anxiété, c'en est une des façons. Assurément. Ben oui, tu sais, de vraiment aller le filtrer. Tu sais, si vous avez 2 petites secondes là pour aller filtrer votre feed Instagram, c'est pas une mauvaise idée. Tu sais, pour vraiment choisir ce qui vous parle à vous, puis ce qui trigger pas en fait là, votre anxiété. Je reviens aux écrans. C'est sûr que les écrans, par rapport au sommeil. Si on revient à la base, là, quand on s'en va dans le sommeil, on va sécréter une hormone qui s'appelle la mélatonine, OK? Donc, le rythme circadien, tout ça, ça va sécréter la mélatonine, puis ça, c'est ce qui nous aide à attraper le sommeil, donc à se sentir, là, vraiment plus fatigué. L'écran, c'est une lumière bleue. La lumière bleue, ça bloque la sécrétion de la mélatonine, OK? Donc, c'est sûr que ça va retarder le sommeil. Ça fait ça, premièrement. Okay. Physiologiquement, si on y va comme donc, ça, là, on vraiment parle de l'exemple que physiologique. je suis couché à mon lit ou dans le divan, puis j'utilise le téléphone. Ouais. Okay. Donc là, on va bloquer l'hormone naturelle que le corps va sécréter. Donc là, on va retarder l'heure de sommeil parce que quand on arrête l'écran, là, elle recommence à se sécréter. Mais elle avait déjà commencé à se sécréter. Okay? Ça, est-ce que ça s'applique pour la télévision également? La télé aussi, oui. Okay. Tout ce qui est, tout ce qui est okay. écran. Donc iPad, n'importe quoi, le téléphone, télé. Oui, ça va arrêter la sécrétion. Ça va venir bloquer cette sécrétion-là de mélatonine. Et la consommation d'écran, ça c'est pour le sommeil. Pour la vie en général, c'est sûr que la consommation d'écran, disons, moi, si j'ai une famille avec des enfants, là, ils viennent me voir puis ils me disent « Ah, tu sais, je pense que mon enfant, il a des problèmes d'attention. » Et moi, je questionne toujours, bon, ça ressemble à quoi votre gestion, tu sais, des écrans par rapport à l'enfant? C'est la première chose qui te vient en tête, c'est ça, automatique? Oui, dans mes questions clés, c'est une de mes questions clés. Puis souvent, ils vont me dire, s'ils me disent, ah, tu sais, on respecte parce qu'il y a des normes là, gouvernementales, là, ils sont pas là dans le beurre non plus, ils sont là parce qu'il y a une raison, parce qu'on a étudié, on a fait des reviews scientifiques, quel était, tu sais, l'impact de la consommation d'écran chez les jeunes, puis on s'est rendu compte... C'est basé sur des études. Ouais, tu sais, de 0 à 2 ans, c'est zéro écran. De 2 à 5 ans, on va demander 1 heure, 5 ans et plus, c'est 2 heures. 5 à 12 ans, c'est 2 heures. OK. Donc, ces chiffres-là sont pas inventés de même, là. C'est vraiment des études, là, qui ont regardé l'impact et tout ça. Donc, si moi, c'est sûr que les parents me disent, écoute, il n'y a pas vraiment, tu sais, c'est difficile pour nous de mettre des limites, il y a beaucoup d'écrans et le contenu. Si l'enfant, tu sais, est exposé à TikTok, tu sais, swiper, ça va vite, je fais pas l'évaluation. Moi, je refuse de faire. Ouais, je refuse. Parce que ça peut vraiment mimer des troubles d'attention. Presque on est dessus, là. Okay. Ouais, ça va mimer des troubles d'attention. Donc, moi, ce que je recommande, c'est, écoutez, limiter les écrans, tenter de, tu sais, je sais que c'est difficile. Contrôler. Je sais que c'est dur, là. Oui, je sais que c'est dur. Tu sais, je vis pas dans un monde XYZ, là. J'ai un enfant moi-même. Je sais que c'est difficile de contrôler tout ça, surtout quand on a des frères, des sœurs, tu sais, qui écoutent, bon, tout ça. Mais ce que je recommande, c'est essayer de contrôler, tu sais, juste au moins pour
ce qu'on dit au niveau gouvernemental. Tu sais, mettons, le 1 heure, si on est entre 2 et 5, mais souvent, c'est rare 5, là, mais 5 ans et plus, tu sais, 2 heures max par jour. Mais même 2 heures, c'est Puis revenez-moi. quand même beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais revenez-moi si c'est encore là, puis ils reviennent pas. Ah ouais, hein? J'en ai pas vu qui sont revenus. Ouais. Juste à cause qu'il y a eu une situation qui a changé. Ouais, ben qu'on a changé l'exposition, puis le contenu, tu sais, je leur dis, essayez de respecter le 2 heures, puis on coupe, tu sais, tout ce qui est TikTok, tout ce qui est rapide, tu sais, le cerveau, c'est parce qu'on va l'entraîner à comme, faut que j'aille du feed, faut que j'aille des affaires, tac, 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 on swipe, puis on est écœuré, puis tu sais, souvent, je sais pas toi, dans ta vie, mais moi, je suis cordonnier macho aussi, comme n'importe qui, mais ça m'arrive on met une série, puis là, je vais swiper mon téléphone. Parce qu'il faut que ça aille vite. Parce que moi aussi, là, je suis habituée. On là, s'en que rend tout même ça... plus compte, hein? Ouais. Mon chum s'en rend compte, par exemple. Puis il me le dit. Mais c'est bien qu'il me le dise. Assurément. Puis c'est vraiment de se recentrer. Puis tu sais, souvent, là, il y a d'essayer de se recentrer dans « Mais qu'est-ce que je fais en ce moment? » Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu sais, revenir au moment présent, puis de dire, OK, là, je suis en train d'écouter une série, mon téléphone, puis il y a des techniques aussi, là, qu'on peut mettre en place, là, mon téléphone, qu'est-ce que je fais avec? Oui, exactement, je le mets dans une pièce à part, mais bref, c'est ça, tu sais, l'impact des écrans, on le minimise un peu, je trouve, dans le quotidien. Ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est la vie, on est là, tu sais, c'est le 21e siècle, puis regarde, mais tranquillement, de ce que je vois, c'est qu'on devient de plus en plus quand même conscient de leur impact, puis ça change, honnêtement, tranquillement. C'est moi, ma pratique, j'allais commencer il y a déjà presque, mon Dieu, dans les premiers stages que j'ai fait, il y a peut-être 10 ans à peu près, 8 ans. On en parlait beaucoup moins, on questionnait même très peu, puis là, c'est une question principale. Puis je veux dire aussi que la majorité des familles que j'ai contrôlent extrêmement bien. Honnêtement, sont très, 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 très alertes des écrans, du contenu là, qu'on va donner à leur enfant. Est-ce que tu irais même à dire que l'exposition aux écrans ferait en sorte que les parents pensent que leurs enfants sont TDAH, par exemple? Ben puis oui. juste à cause de ça, mais finalement, l'enfant, il a un développement neurodéveloppemental très normal. Oui. OK. Oui, ça va jusque là. Puis si un livre qui vous intéresse, ça s'appelle Le drame de l'enfant parfait de la pédiatre Céline Lamy, qui est excellent, qui parle beaucoup de ça justement. Elle est pédiatre au Québec, là. Elle travaille ici, puis elle a vu là plusieurs familles, plusieurs enfants, puis seulement en regardant la gestion des temps d'écran et tout ça, ça leur réglit beaucoup de problèmes comportementaux. Parce que tu parles beaucoup de l'enfant, mais est-ce que l'adulte, c'est les mêmes barèmes? C'est la même chose. C'est la même chose, OK. Ouais, c'est la même chose. Si on peut faire un bond aussi là-dessus, ça arrive souvent que les principaux motifs de consultation que j'ai pour mes adultes, c'est des adultes rendus, c'est drôle, mais c'est des adultes souvent rendus trentaine, quarantaine, dont j'ai évalué les enfants. Ou dont les enfants se sont fait évaluer, puis ils disent, my God, tu sais, je me retrouve pas mal là-dedans, je trouve que j'ai des symptômes, tu sais, qui fit pas mal avec l'enfant que j'ai. Donc là, bon, on part l'évaluation. Et oui, tu sais, la consommation d'écran, on la questionne, on la regarde et tout ça, oui. Puis si c'est très, 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 très présent. Mais je te dirais que les adultes, excuse-moi, je peux te voyer, là, mais je te dirais que les adultes, ils ont comme, mettons, les adultes de 30-40 ans, c'est l'impact des écrans, je trouve qu'il est vraiment moins intense, on va dire ça comme ça, que celui des enfants. Parce que les enfants là de nos jours, même, mettons, on retourne dans une génération avant, là, tu sais, tous ceux qui sont nés en 2005 et plus, eux, ils ont connu avoir un téléphone, avoir le iPad, avoir la télé. Versus nous, c'était juste la télé, puis tu veux pas choisir ce qu'il y avait. Ça allait moins vite. C'est toute la question de vitesse. Boum, consommation, tac, 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 super vite. Je dis pas que, bon, il y a quand même eu des impacts, là, de se faire mettre devant la télé, parce qu'avant, on ne savait pas, on connaissait pas, tu sais. Puis tous les parents d'adultes de 30-40 ans, sentez-vous pas mal, parce qu'on ne savait pas, puis écoutez, c'est comme la cigarette avant, on pouvait pas le savoir, on blâme personne, c'est pas grave. Mais oui, il y a un impact. Puis souvent, les adultes, c'est plus des problèmes de sommeil. Oui, puis là, c'est le sommeil. Est-ce que tu peux nous dire les effets que ça a sur la performance puis la cognition, le manque de sommeil? Oui. Le manque de sommeil, c'est très insidieux. Hein? Ça prend 2 nuits de mauvais sommeil, là, même une nuit de mauvais sommeil, puis déjà, on va voir des impacts sur la cognition. Si vous voulez, je vous invite aussi à aller voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Il y a Nicolas Femme qui travaille pour RAD, qui est une section là, de Radio-Canada, puis il a fait toute une expérience
comme un human experience OK. sur la déprivation de sommeil. Donc, qu'est-ce qu'un jeune parent de bébé Oh wow, c'est connaît? intéressant, Oui, c'est ça. très intéressant. Puis il a interviewé là des grands experts comme Nadia Gosselin qui travaille là à l'hôpital de Sacré-Cœur. Vraiment là, c'est très 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 intéressant. Mais bref, on va en parler. Mais ça résume bien. Mais en gros, dès qu'on a un sommeil là vraiment haché, là, vraiment, ben, tu sais, encore là, on peut définir c'est quoi un bon sommeil. On s'attend à ce que les adultes dorment un bon 8 heures par jour. C'est ce qu'on veut comme target, OK? OK. Chez les adultes, donc un bon 8 heures, là, qui est pas interrompu. C'est ça, normalement, là, un adulte normal. Un standard. Un standard, ouais. On vise un général de 8 heures. On Puis va ça, c'est des avoir croyances qu'on entend souvent aussi. Ouais. T'as-tu ton 8 heures? C'est Ton heure de très bien. sommeil. Il y en a d'autres qui disent, mais moi, j'ai besoin de 9. Il y en a qui vont dire 7, Ouais. là. Oui, exactement. Tu sais, c'est 8, mais on va se donner un écart type de 1, maintenant. Ok. Tu sais, il y en a que c'est 7, il y en a que c'est 9. C'est très rare que les gens, tu sais, des fois, là, je sais pas si tu as des amis comme ça, mais qui disent, moi, à 3 heures de sommeil, ça roule, là. Je suis capable de vivre là-dessus. C'est extrêmement rare. Ça l'existe. C'est pas vrai que ça l'existe pas, mais Il c'est y en a qui sont réellement capables de 1 le ou faire. 2% de la Ouais. population Ouais. qui est vraiment capable. Donc, tu sais, en moyenne, on veut un 8 heures de sommeil qui est bien consolidé, qui a pas d'insomnie dedans, tu sais, que la personne se réveille pas, là, puis pense à ses affaires pendant 2 heures. Donc ça, tu sais, si elle me dit, oui, je fais un 4, je suis debout 2 heures, je fais un autre 4, c'est assuré comme sommeil. Bon. Si on n'a pas ça, ce qu'on va voir, c'est plusieurs impacts sur le plan cognitif. Tu sais, juste penser, là, si t'as pas une bonne nuit de sommeil, là, comment tu files? Ouais, mais moi, je vais me sentir, en tout cas, pour moi, je vais me sentir plus anxieux, moins productif, moins attentif. Ouais, exactement. Tu viens de tout nommer, en fait. Les impacts cognitifs, ça là, c'est vraiment sur les capacités attentionnelles. On est moins focus. On n'est pas capable de se concentrer. C'est impossible, là. C'est très difficile. On se fait déconcentrer par tout ce qu'il y a autour. On va avoir aussi, ben, t'as nommé l'anxiété. On peut avoir, là, si on a une fragilité, là, sur le plan de l'anxiété ou on a une tendance anxieuse, ça va exacerber nos symptômes. Assez vite. C'est pour ça que j'ai dit, quand tu me demandais les Ouais. trucs au début, faut dormir, faut bien s'alimenter, faut s'entraîner, faut consulter. C'est vraiment les 4, là. Mais oui, le sommeil, c'est clé, là, vraiment. Donc, des défis d'attention. On va avoir aussi, ce qu'on va voir, là, quand on fait des études, on a fait des études sur tout ça, là, une diminution de la vitesse de traitement de l'information. OK. Ça veut dire qu'à quel point on est vite pour réagir, tu sais. Vitesse de traitement, c'est à quel point on est rapide pour réagir, tac, 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 tu sais, quand on dort bien, là, on est sharp. Je sais pas. Tu as le feeling de te sentir sharp. Oui, Ouais, mais tu absolument. l'es. Mais c'est vrai que tu l'es. Si je te testais, tu le serais. Tu serais à mon top, là. Si, mettons, là, tu viens, là, pis t'as bien dormi, tu vas être à mon top sur le plan cognitif. T'es sharp, là, que ça va vite, tu trouves les liens rapidement, tout ça. Quand tu dors pas. Tu sais, quand tu dors pas. Pis toi, mettons, toi, t'es-tu un type 8 heures? Si je suis 8, je tire un petit peu l'écart 8-9. type de 1. OK, c'est correct. Mettons, je te donne 6. Je peux te dire que je commence à avoir de la difficulté. Mhm. Puis si je vais à 5, à l'âge que j'ai aujourd'hui, je veux plus ça. Oui. Mais le 5, ça m'affecte énormément. Là. Oui. Puis 6, c'est juste une nuit. Là. Oui, exactement. Puis une nuit peut tout changer, mais ce qui est intéressant, c'est que le contraire est vrai aussi. Ça veut dire que 2 nuits de bon sommeil va ramener tes capacités cognitives. Absolument. En Ok. moyenne, à peu près. C'est ce qu'on va s'attendre. Fait que c'est sûr que je reviens à tes adultes qui viennent me consulter, qui viennent puis me disent j'ai des difficultés d'attention, tu sais, nanana. Puis quand je questionne le sommeil, j'ai de la misère à dormir, je fais de l'insomnie, ma blonde a dit que je ronfle bizarre. Ronfle bizarre, ça veut dire que tu fais de l'apnée, sûrement. OK? Que j'arrête de respirer. Puis là, J'arrête de respirer. Puis là, oui, ouais. là, ben, ça m'arrive souvent quand même, où je refuse l'évaluation, puis je leur demande d'aller en clinique du sommeil. Allez voir. Il faut aller voir. Ouais, ben, premièrement, on passe par le médecin de famille, puis parce que souvent, je leur demande, mais est-ce que vous en avez parlé de ça? Puis souvent, oh non, tu sais, les gens sont comme habitués de rouler sur tu sais, le 10% de batterie, là, la batterie de secours, là. Des fois, ils sont un petit peu habitués de rouler là-dessus. Avec la Puis là, caféine bon, dans le tapis. Le matin. exactement, tu sais, c'est ça, exactement. Mais voilà, fait qu'ils vont consulter, puis c'est encore drôle parce que ça m'est arrivé quelques fois cette année, puis les gens, ils m'ont pas rappelé. Finalement, ça l'a réglé. Est-ce que ça ferait partie de tes conseils de... Bon, le sommeil, bien évidemment, d'avoir son 8 heures. Ouais. Pour améliorer tout ce qui est par rapport à la productivité et son état d'éveil. Tu sais, là, on a parlé du sommeil, mais est-ce que tu avais autre chose également que tu aimerais amener? Parce que le sommeil, oui, c'est la base. Oui. Bien s'hydrater, de faire du sport, d'être actif, de rentrer un nombre X de pas, puis tu sais, de comme être actif en général. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête que tu as envie de partager? Ben, tu sais, le sommeil, l'activité physique, c'est sûr que ça va vous rendre
au top là, de votre productivité. Mais tu sais, c'est aussi de faire attention à nos signaux de fatigue aussi. Parce que si on continue puis on roule toujours, même si on dort bien, tu sais, je peux me donner un exemple personnel. J'arrive à bien dormir, je m'entraîne 3 fois par semaine, ça va bien, je mange bien, et tout ça, mais j'en fais toujours plus, je dis toujours oui. Puis là, j'arrive, je suis fatiguée. Ben un jour, ça va casser la corde. Tu sais, un jour, on va l'étirer l'élastique, là. Puis même si on a tout ça, mais qu'on n'a pas écouté nos signaux de dire, écoute, là, je suis brûlée, je suis fatiguée, je suis plus capable, ben voilà. Ça affecte la gestion des émotions. Exactement. Bien sûr, ben oui, c'est clair, tu sais, on devient plus irritable, on a moins de temps, on est toujours un peu stressé, parce que si on en prend plus, ben là, on a des deadlines, faut que ça arrive, faut qu'on remette, là, OK, comment je vais gérer tout ça, parce qu'on veut décevoir personne, normalement, les gens veulent pas décevoir, tu sais, soit un employeur, ou bon, on se fait engager X, Y, Z par quelqu'un, mais voilà, c'est d'écouter ces signaux internes, de se dire, bon, ben là, j'en ai peut-être trop pris, faut que je mette une limite, là, à qu'est-ce que je fais, là. C'est quand même fou ce que tu dis, qu'il y a juste le sommeil et le temps d'écran, qui est 2 choses de base pour régler. Je sais pas combien tu serais prête à dire en termes de pourcentage des problèmes chez les jeunes enfants. Beaucoup. Je sais pas de pourcentage, là, mais beaucoup. Puis tu sais, oui, il y a les difficultés, tu sais, d'attention, mais il y a aussi ça amène des défis comportementaux. Tu sais, je suis pas patient, j'ai un enfant, je suis pas patient. Déjà que j'ai pas de lobe frontal, ça veut dire que j'ai pas de contrôle de mon impulsivité. Tu sais, le contrôle de l'impulsivité chez les enfants, on s'attend que ça arrive pas pire à 7 ans. On a des grandes attentes, hein. La société a des grandes attentes par rapport à les enfants, aux enfants, tu sais, aux petits de 3-4 ans, ben. Il doit être autonome, il doit faire sa routine, il doit dormir. Voilà. Tu sais, je vais vous apprendre que ça a le lobe frontal d'une crevette à l'âge de 4 ans. OK? C'est pas très développé, c'est difficile, faut être là, faut l'accompagner. Donc, en plus de ça, ben, si il y a les écrans, il est très exposé, mettons, à des choses qui vont très rapidement, ben, c'est sûr qu'il va prendre 2 minutes, là. Le petit bonhomme, là, quand on va lui dire, attache les souliers tout seul, fais tes affaires tout seul, ben, moi, je suis habituée, tac, que ça gaule, ben, ça risque d'être touche. Tu sais, ça risque d'être dur pour lui, là, quand lui est habitué que ça, tu sais, quand il fait juste swiper, puis ça vient à lui, c'est très facile, puis c'est pour ça qu'on aime ça, les écrans, parce que c'est souvent quand je vais demander aux gens, mais qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui vous amène à consommer les écrans, ben, c'est mon moment de relaxation. Je pense plus à rien. Je pense plus à rien. Mais c'est sûr, parce que puis ils sont intelligents, hein, TikTok sont faits pour que tu consommes. Insta, c'est fait, tout l'algorithme est fait pour que tu lay back, tu prennes ton sel, puis tu swipes, puis que justement, ça t'amène cette quiétude-là de « Enfin, je pense plus à rien ». Mais peut-être que c'est intéressant de se questionner pourquoi on a un besoin à la fin de la journée d'avoir un 30 minutes où je pense plus à rien. Est-ce que c'est parce qu'on en a trop dans notre journée? Est-ce que c'est parce que justement on s'écoute pas, on n'écoute pas nos signaux, qu'on dit oui à tout puis qu'on n'arrive pas, tu sais, à la fin de la journée? Pourquoi on n'est pas capable de se poser puis de se dire « Hey, ça me fait du bien de lire un livre » au lieu de dire « J'ai plus besoin, il me faut quelque chose que je pense plus ». Est-ce que tu as des recommandations pour les adultes en termes, tu sais, je te donne un exemple, moi je veux pas quitter TikTok, je veux continuer à aller sur Instagram. Oui. Est-ce que tu as des recommandations X en termes de temps ou de limite qui feraient en sorte que c'est plus ou moins nocif pour la santé mentale? On n'a pas de temps, là, honnêtement. Tu sais, c'est sûr que ça serait de garder le guideline qu'on a à partir de 5 ans. Là, c'est 2 heures. Mais là, c'est dur. Tu sais, les adultes, c'est parce qu'ils sont exposés aux écrans 8 heures minimum par jour, bon, dépendamment du travail qu'on a. Tu sais, ça dépend de l'adulte que j'ai devant moi. C'est du cas par cas. Si j'ai, par exemple, un adulte qui travaille sur un chantier, je sais pas, là, de construction, qui est pas exposé aux écrans, ben c'est sûr que il peut bien regarder 2 heures d'écran le soir. Ça va, il rentre dans mes recommandations, ça va. Mais si j'ai quelqu'un, par exemple, qui fait 8 heures toute la journée avec son ordinateur... Qui travaille à la maison, qui fait, par exemple, du montage vidéo. Là, je dis ça comme ça. Ouais, qui fait ça. Puis là, qui arrive, puis... il me dit, bon, mais tu sais, moi, je veux regarder mon TikTok, c'est mon me time, tout ça. Ben, dans mes recommandations, tu sais, moi, je suis jamais non plus, puis ça marche pas d'être dans, ben, c'est pas bon, tu scrapes ta santé, c'est, ben, comment je peux t'aider à peut-être trouver quelque chose d'autre? Ouais, mais sans l'enlever complètement. Est-ce qu'on peut faire un horaire ensemble? Est-ce que sur ton 2 heures de temps libre, là, en ce moment, c'est juste 2 heures de TikTok, d'Insta, tout ça, puis souvent, honnêtement, là, Gab, souvent, les personnes, ils viennent me voir puis ils me disent, tu sais, je tombe dans ce vortex-là, puis je t'ai écœurée de tomber là-dedans. C'est vraiment facile de tomber là-dedans. Mais c'est fait pour être facile. C'est conçu pour être facile. Tout est pensé. C'est des psys qui travaillent en arrière de ça, hein.
Même chose pour le casino, c'est des psychologues qui travaillent en arrière de ça. Mais bon, chacun son métier. Mais tout est fait. Tout est fait pour que tu restes accroché. C'est du conditionnement de base, là. L'algorithme est fait pour te montrer des choses que t'aimes. On aime regarder des choses qu'on aime, on reste là-dedans, on va louper. Je reviens à mes adultes, ils viennent me voir et ils me disent, ah, tu sais, ils viennent souvent me voir en me disant, je t'ai écœurée de perdre mon temps. Ils viennent pas me dire, moi, je veux ça. Non, mais souvent, ils me font, donc, là-dessus. Oui. Ils sont écœurés. Ben oui, puis ils le voient, là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ensemble. Bon, parfait. Est-ce que dans ton 2 heures, qu'est-ce qu'on pourrait faire que t'aimes aussi, tu sais, qui t'amène quelque chose de positif? Puis, si c'est avec la personne, moi, ce que je vais faire, c'est des horaires. Donc, OK, parfait. On veut vraiment décrocher de la journée. On a beaucoup, tu sais, on en a beaucoup sur les épaules. OK, on commence avec un 30 minutes de je décroche, je pense plus à rien. On prend le téléphone, puis c'est free for all. Après ça, qu'est-ce qu'on fait de notre 1h30? Qu'est-ce que toi, t'aimes? Ou qu'est-ce que tu aimais avant que tu fais plus? Ah, ben moi, j'aimais ça faire du vélo. Parfait. On va monter sur le vélo, on va faire un 30 minutes de vélo, mais pas pour le fun, pas pour la performance, pas ça, juste pour le plaisir d'aller rouler. OK? Puis c'est ça, on trouve un peu des activités. D'établir un horaire puis des choses qui font en sorte que mais toujours c'est facile de sortir de ce roue-là. Effectivement, puis toujours basé sur... Tu sais, il faut toujours être flexible, dans le sens où ça se peut que tu aies une journée de... Tu sais? Puis que ça te tente juste de rien faire. Puis ça se peut parce que les journées sont pas pareilles, la charge mentale est pas pareille d'une journée à l'autre, puis je serai pas là pour te dire t'as pas respecté les règles. Ben non, c'est pas ça. C'est de voir un peu, bon, ben, comment je peux t'aider à reprendre notre horaire là, de façon adéquate après. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Puis ce qui m'emmène à poser une question sur la médicalisation des adultes, notamment ce qui a trait au TDAH. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler? Chez les adultes, maintenant, ce qu'on voit, ben moi, en tout cas, ce que je vois, j'ai vraiment vu une évolution dans ma pratique. OK? Au début, on n'avait pas beaucoup d'adultes, on n'avait pas beaucoup de références. Puis là, de plus en plus, là, depuis 5, 6, 7 ans, j'ai de plus en plus là, de recommandations de médecins de famille. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est de plus en plus difficile, c'est une bonne affaire, là, d'arriver, par exemple, à aller voir son médecin de famille, de dire, j'ai des défis d'attention, puis que le médecin de famille dit ça, ben voilà, tu sais, voilà les options qu'on a, là, sur le plan de la médication. Maintenant, les médecins de famille vont plus dire, ben moi je suis pas sûre, c'est pas nécessairement mon expertise ou quoi que ce soit, où il y a de l'air d'avoir, on appelle ça des facteurs confondants. Un facteur confondant, c'est la personne, je la suis depuis un petit bout, elle me dit que là, elle commence à avoir des défis d'attention, mais c'est une personne très anxieuse. Fait qu'il faut faire attention. Parce que l'anxiété, ça mime parfaitement un trouble déficitaire de l'attention. Parfait, là, presque à la perfection. Donc, le médecin de famille, là, de plus en plus, comme je vous dis, on travaille de plus en plus en équipe, main dans la main. Il va m'envoyer une référence, puis j'évalue. OK. Donc, ce que ça fait, c'est que au final, 6 mois, là, bon, je fais l'évaluation. On appelle ça faire le diagnostic différentiel. Un diagnostic différentiel, c'est est-ce que la personne, moi je l'ai devant moi, est-ce que c'est seulement son anxiété qui mime son TDA ou la personne, elle a vraiment des difficultés d'attention, OK? Donc, si je suis capable, à la fin de mon éval, de vraiment dire, oui, cette personne-là, elle a un trouble déficitaire de l'attention, ben là, elle va se rendre au bureau, elle va revenir voir son médecin de famille avec mon rapport et il prescrira pas sans mon rapport. Donc, après avoir reçu mon rapport, il va regarder, puis dépendamment du profil de la personne, là, même on peut suggérer là, certaines familles de molécules et tout ça. Puis le médecin de famille là, va vraiment se baser là, sur ce qu'on fait. Puis là, va donner la médic à la personne parce que la médic, honnêtement, chez une personne qui en a vraiment besoin, ça va changer la vie de la personne pour beaucoup de positifs, OK? Quelqu'un vraiment qui a un trouble déficitaire de l'attention, la médication, maintenant, c'est une des choses qui est la plus efficace. Là. Tu sais, on peut mettre des adaptations cognitives. Ça veut dire, mettons, on va dire à la personne d'acheter des petites choses pour mettre dans ses oreilles, on appelle ça des loop earplugs, tu sais, pour bloquer le bruit ambiant, mais reste que souvent, c'est tellement là depuis longtemps, c'est tellement envahissant que c'est comme quelqu'un qui a besoin de lunettes, mais on lui donne des lunettes, voilà, c'est réglé. C'est un petit peu ça qu'on va faire avec la personne. Puis souvent, quand je vais faire de l'évaluation, puis qu'on arrive au plan de la médic, ben souvent ce que je vais dire à la personne, c'est faites une balance. C'est quoi la balance? C'est parce que ça vient pas sans effet secondaire, une médication. C'est très peu, par exemple, ça va mieux, là, c'est bien. C'est une petite perte d'appétit souvent là qu'on va voir arriver. Mais c'est ça, si on fait la balance. On le laissait, puis tu sais, une médication, on le laissait, puis si ça fonctionne pas, ben on peut arrêter. Puis on essaie une autre molécule ou on fait juste arrêter. Finalement, c'est pas pour nous, donc on n'est pas pris là-dedans là ad vitam aeternam, mais
pour la médic, les adultes ont moins de médication, Je trouve ça bien parce rapidement. que j'ai l'impression que ils vont juste plus prescrire pour prescrire, Non, mais ils ils vont font plus. prescrire en fonction des vrais besoins de la personne. Nous, je parle de notre génération. Ouais. J'ai tellement de gens dans mon entourage que s'il y avait besoin de X médicaments, Ouais. il allait juste voir le médecin de famille, puis il prescrivait, puis Ouais. c'est tout, puis ça fonctionne. Ben, tu sais, aussi dans notre génération, il faut comprendre que la neuropsychologie, là, c'est émergent. Ça fait pas très longtemps que Ouais, ça sûrement. existe comme discipline. Tu sais, on parle de 30, 40 ans, peut-être, maximum. Fait que, tu sais, il y a 30 ans, c'est sûr que le médecin de famille n'avait pas un neuropsychologue pour se baser, aller demander une expertise et tout ça. Maintenant, c'est tellement bien connu, tu sais, notre rôle est tellement bien défini, tellement bien connu que ça en est devenu une habitude, là, pour les medfemmes, là, de venir demander notre expertise, là. D'où l'importance d'aller voir des vrais professionnels, ce qui m'emmène à ma question de les gourous sur Internet ou je vais utiliser le terme coach de vie qui peut être Ouais. très vaste. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire en fonction de qu'est-ce que eux, Ouais. Il y a des gens qui font le coach de vie, je pense qu'ils amènent du positif. Tu sais, c'est dans la vie de certaines personnes. Quand on est psychologue ou neuropsychologue, on fait partie de l'ordre des psychologues du Québec, OK? Comme les ergothérapeutes font partie de l'ordre des ergothérapeutes, les psychoéducateurs font partie de l'ordre des psychoéducateurs, bon, tout ça. Tout ça, c'est chapeauté par un ordre. Et l'ordre, elle a une seule fonction, c'est de protéger les gens, protéger le public. Ça veut dire que si vous vous sentez lésé par un professionnel qui fait partie d'un ordre, ben vous pouvez faire une plainte, puis on va vous écouter et on va vous épauler là-dedans. Les coachs de vie ou les gourous, là, comme tu dis, ben eux sont pas chapeautés par rien. Et ça fait deux choses. Donc, ça veut dire que le public est jamais protégé si la personne se sent lésée de quelque façon. Et aussi, il n'y a pas de demande de formation pour ces personnes-là. Donc, ça veut dire que moi, demain matin, j'ai pas de formation, bon, je suis, je sais pas, là, on va dire que, je sais pas, je suis une nutritionniste. On va dire ça. J'ai rien contre les nutritionnistes, n'importe quoi. Je fais n'importe quel métier. Ben demain, je peux dire que je suis une coach de vie. Puis que j'offre, tu sais, de par moi, ce que j'ai vécu, tu sais, un support, mais c'est pas, ça veut pas dire que ça va être complètement, là, néfaste pour une personne, parce que quelqu'un qui a vécu des choses, ça peut être intéressant de partager ça avec d'autres personnes. Là où le bas blesse, c'est de charger beaucoup de sous à une personne sans avoir un background, parce que nous, bon, en psychologie, on a tout un background aussi, on fait des études universitaires, là, Vous avez de beaucoup recherche. d'études à faire. On a un gros background d'études, on a un gros background de recherche, donc tous les psychologues, les neuropsychologues, là, connaissent toute la méthode scientifique, vont aller fréquemment aller aussi se renseigner là dans les nouvelles dans Des unités de formation continue, je sais pas si ben, vous avez à faire. il y a aussi parce que quand tu fais ton doctorat en fait là tu deviens curieux en fait sur le plan de la science parce qu'on t'oblige à le devenir dans un sens puis on t'apprend en fait à le devenir donc on a ce réflexe là d'aller chercher bon on va faire peut-être une fois par 6 mois une fois par mois dépendamment de bon dans quel genre de branche tu pratiques un review systématique de la littérature, ben qu'est-ce qu'on dit maintenant sur telle procédure, qu'est-ce qu'on dit maintenant sur telle procédure, puis l'ordre aussi nous envoie des résumés à tous les mois, bon ben ça, il se passe ça dans telle affaire, dans tel domaine, attention à telle pratique et tout ça, ok? Puis oui, on a une obligation de formation continue de plusieurs heures par année pour se tenir à jour, tu sais, quelles sont les bonnes pratiques. Donc, pour revenir au coach de vie, c'est sûr que... Faut faire attention à l'information que tu décides de consommer. Oui, puis, tu sais, si je peux donner un conseil, si quelqu'un, sur un problème de santé mentale, ce soit de l'anxiété, de la dépression, bon, des troubles de personnalité, vous vend quelque chose de très rapide qui va fonctionner, par exemple, en quelques semaines, puis ça va tout régler vos problèmes, c'est pas vrai. OK? C'est pas vrai. Parce que le travail d'un psychologue en psychothérapie, ça peut prendre des mois et des mois parce qu'il faut aller chercher la source de ce qui se passe. Comme je disais au début, il faut comprendre la source de la problématique de la personne. Il faut aider la personne à la comprendre, cette source-là, et à agir à comprendre ses triggers dans son environnement et tout ça. Donc, c'est souvent quand on entame un processus de psychothérapie, c'est des mois de travail. Et le but d'un psychothérapeute, d'un psychothérapeute, c'est de plus vous voir dans notre bureau. C'est ça notre but ultime, c'est que vous soyez capable de indépendamment de la situation qui vous trigger, votre anxiété, vos symptômes de tristesse, que vous ayez les outils en dedans de vous qui ont été transmis par nous pour faire face à toute adversité.
Le but, c'est de plus vous voir. C'était un petit peu ça. Puis avant de poser les questions du public, j'ai une question pour toi. En fait, Oui. qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui hésitent à aller consulter, puis qui ont peur de ça? Parce que c'est souvent ça, ils veulent pas faire j'ai passé par là, le premier step. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens-là? De parler à des gens qui font de la thérapie. Ah oui. Puis souvent, là, en tout cas, je pense que dans la grande majorité, ils vont vous dire que c'est un des meilleurs moves qu'ils ont fait de leur vie. Toi, c'est un bon move? Assurément. Ouais? Ah oui, vraiment. Ouais. Ben, pour ma part, c'est une thérapie depuis plusieurs années maintenant, puis je suis en pause de thérapie pour le moment parce que tout va bien. Fait que, ça va? Ben, justement, on veut plus te voir. C'est ce qu'on veut. C'est l'apogée de ce qu'on veut. On veut amener le client là. On veut qu'il soit capable dans l'adversité, puis on veut qu'il soit capable que si ça file pas, de nous appeler, puis nous dire, hey, là, ça file pas. Si je retiens ce que tu dis, c'était le trigger, puis de où ça part. Ouais. Encore une fois, pour l'avoir expérimenté, une fois que ça a été touché, compris, puis après ça, trouver des solutions, généralement, ça l'aide vraiment plus qu'on peut le penser. Oui. Puis c'est ça, le conseil, c'est parler à vos amis, demander. Ce qui est intéressant avec notre génération, les générations qui s'en viennent, Gen Z, tout ça, on peut dire n'importe quoi sur cette génération-là, mais des talks. Mm-hmm. Ils sont capables de le dire quand ils vont pas. Ils sont capables d'en parler, qui vont consulter. Parlez à vos amis, demandez-leur, si vous avez des amis proches, juste demandez comment ça se passe. Puis souvent, ces amis-là, ben, ils vont vous dire que ça a changé leur vie. Ça les a aidés à mieux se comprendre. Donc, ce serait ça. Si vous avez pas des amis nécessairement qui consultent, ben, peut-être écouter des podcasts par rapport à ça. Je sais que Jannick Coutu en fait un bon podcast, là, qui est une psychologue, là, qui se spécialise dans les troubles des conduites alimentaires, mais vraiment, ça s'appelle Dose de psy. Si vous posez des questions par rapport à ça, elle a tout un épisode là qui parle justement de c'est quoi consulter un psychologue. Il y a des gens qui viennent parler de leur expérience, fait que ça peut être intéressant. Nice. Ouais. Merci pour ce beau partage. Plaisir. On avait quelques petites questions que Hugo va te poser pour finir par rapport à des gens qui nous ont écrit sur les réseaux dû à ta présence ici. Parfait. La première question qu'on a est: j'ai eu une commotion cérébrale il y a moins d'une semaine et j'ai l'impression que je dors vraiment moins bien. Ouais. Est-ce normal? Oui, c'est normal. Donc, désolée pour ta commotion cérébrale, premièrement. Oui, c'est normal. Donc, quand on a un trauma crânien, ben sûrement que c'est un léger si la personne est retournée chez elle. Donc, on a 3 stades: léger, modéré, sévère. Modéré, sévère, souvent, c'est des hospitalisations. Dans les traumas crâniens légers, les plus gros symptômes qu'on va avoir dans les premières semaines, ça va être des céphalées. Céphalée, c'est des maux de tête. Des gros maux de tête, des troubles de sommeil. Donc, le cerveau, là, il est en choc. Même si c'est léger, là, il se reconstruit, ce cerveau-là. Il se passe plein de choses au niveau, là, cognitif, des neurones dans le cerveau. Ça se replace, ça essaie de se remettre en place. Donc, oui, ça altère, là, le sommeil de cette personne-là. On va avoir aussi des difficultés au niveau de la planification. Les écrans, c'est difficile de regarder les écrans. La personne va se fatiguer très, très vite. Donc, à toi, personne qui a eu le trauma crânien, je te conseille d'aller voir ton médecin de famille puis de demander un arrêt de travail quand même. Parce que si tu as des difficultés à dormir, là, faut aller en parler au médecin de famille. Puis cette personne-là, elle va être capable là, de te donner une pause, parce que plus on se repose puis on attend que nos symptômes, on appelle ça des symptômes post-commotionnels, s'étiolent, donc s'en vont, plus on va être bon pour retourner sur le marché du travail. Donc, c'est mieux de prendre soin de soi, d'écouter nos signaux, d'attendre que ces symptômes-là partent. Voilà, donc c'est ça. Puis de retourner après. Mais c'est normal, t'en fais pas. Merci pour cette réponse. C'est bon? Deuxième question personnelle, celle-ci. En début d'épisode, tu as parlé que certaines personnes avaient eu des problématiques reliées à l'olfactif avec la COVID. Oui. Est-ce qu'il y aurait des trucs ou quelque chose qui te viendra en tête pour les gens chez qui c'est arrivé? Y a-t-il quelque chose qu'ils peuvent faire? Oui, il y a des choses qu'ils peuvent le faire, ils peuvent venir me voir, mais comme ça, rapidement. Oui, les personnes, en fait, les pertes olfactives suite à la COVID, c'est lié à l'inflammation des récepteurs olfactifs. Donc, on va faire ça simple, là. Dans votre nez, ici,
juste au niveau là, de votre front, vous avez des petits fils, OK? Qu'on appelle les récepteurs olfactifs. Puis là, on comprend tranquillement que la COVID, chez certaines personnes, on comprend pas. Pourquoi chez certaines personnes? Pourquoi 10%? C'est 10% de la population qui ont attrapé la COVID qui vont avoir des pertes olfactives à long terme. Donc, chez 10% de chez ces personnes-là, il va y avoir une inflammation des récepteurs, OK? Et les molécules d'odeur, ils viennent dans votre nez, on les voit pas, hein, c'est pas visible à l'œil nu, puis souvent, ils viennent chaque molécule a son récepteur propre, OK? On a entre 6 et 10 millions de récepteurs. Beaucoup de récepteurs s'occupent d'une odeur, OK? Donc, avec la COVID, il y a eu l'inflammation de ces récepteurs-là, puis là, l'odeur va rebondir. Okay? Donc, il y a deux choses à faire pour la personne qui a perdu à long terme. De ce qu'on se rend compte, parce que pour les gens, la COVID, ça fait longtemps. Pour nous, en recherche, parce que je fais de la recherche aussi en collaboration avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, pour nous, c'est pas long, 4 ans, pour comprendre les processus, les gens, ils vont-tu, bon, et tout ça. Ce qu'on voit, par exemple, dans les 4 dernières années, c'est que l'inflammation va réduire tranquillement d'elle-même, mais des fois sur des mois, sur des années. Donc ça, c'est bien maudit, c'est bien plate, le temps. Attendre un petit peu. Ouais, attendre un peu. Mais ce qu'on se rend compte aussi, moi, ce que je fais à ma clinique, c'est de la réhabilitation olfactive. Donc, c'est de sentir des odeurs. Donc, la personne là, qui n'aurait pas accès à ma clinique ou à mes services et tout ça, c'est de sentir le plus d'odeurs possible dans l'environnement. OK? Puis, on a des odeurs clés aussi qu'on présente à la clinique. Fait qu'on a essayé de sentir, tu sais, la personne, elle peut aller à la pharmacie, aller dans les huiles essentielles, sentir la rose, l'eucalyptus, le clou de girofle et le citron. C'est les 4 huiles essentielles là, qui vont vraiment aller regarder là, les 4 domaines olfactifs principaux. C'est sûr que moi, quand la personne vient me voir, je lui explique comment bien faire là, la réhabilitation olfactive, mais ça se trouve quand même bien sur Internet là, pour les gens là, qui veulent voir ça. Et c'est ça, c'est de sentir. Puis moi, ce que je leur fournis, c'est que je leur fournis les flacons d'odeurs qui ont été dosés exactement comme dans les études qui ont montré que ça fonctionnait, la réhabilitation olfactive. Donc, moi, je fais doser ça à l'UQTR. Donc, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, ils dosent exactement. Ils m'envoient ça, puis moi, je donne ce kit-là, puis je vais évaluer aussi l'olfaction et tout ça de la personne là, pendant nos rencontres. Là. Puis, j'offre aussi un suivi sur la personne parce que souvent, les personnes qui ont une perte olfactive, ils développent des symptômes anxieux, des symptômes anxio-dépressifs. Tu sais, juste vous imaginez que au niveau de l'anxiété, tu sais, vous êtes plus capable de sentir s'il y a un feu chez vous. Si le lait si mettons là, ton lait est caillé, qu'est-ce que tu fais? Si t'es pas sûr, tu le sens. Là, t'es plus capable. C'est anxiogène. Puis dépressif, ben, l'odeur de ta blonde, tu l'aimes-tu? T'as sens plus. T'es plus capable. T'es plus capable de sentir l'odeur de ton bébé. Tu sais, les petits bébés, ça sent le petit croissant. T'es plus capable. Tu sais, mais c'est vrai. Puis il y a quelque chose d'olfactif avec les parents, les papas, les mamans, l'odeur, tu sais, de leur enfant. Plus capable de sentir ça. Ça l'amène des symptômes anxio-dépressifs. Donc, j'offre aussi un suivi là, par rapport à ça pour leur donner un coup de main. Voilà. Est-ce que ça répond? Sniffer des affaires, puis attendez. C'est un peu ça. Dernière petite question. Oui. Si tu avais un court message à partager à l'ensemble de la planète, tout le monde peut te comprendre, tout le monde t'entend. Qu'est-ce que tu dirais? Question des réfléchis sans penser. Ah oui, hein? My God. Un message. Aimez-vous. Aimez-vous, puis aimez les autres qui vous entourent. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres, des personnes que vous aimez. Mais surtout, prenez soin de vous. Prenez le temps d'aller voir, de demander de l'aide. Soyez pas gênés de demander de l'aide parce que quand vous vous présentez dans nos bureaux, là, nous, on est juste là pour vous aider. Sans jugement, sans rien. Puis tout ce qu'on veut, c'est que vous alliez mieux. Demandez de l'aide si ça va pas. Aimez-vous. C'est un beau message, ça finit bien. Arrêtez de vous comparer. Ouais, arrêtez de vous comparer avec les autres. Chez TikTok. Merci beaucoup d'être passé et de nous venir parler de ton expertise comme ça. Yes, merci à vous. Merci beaucoup.